soir, on voulait revenir un tout petit peu sur l'exposition et les enjeux critiques de l'exposition, donc fiction territoriale, qui était d'abord une question posée aux artistes à la suite du confinement. Et effectivement, à partir du mois de juin, on s'est réunis lors de tables de travail. Et ma question, ou la question qui se posait pour Espace Potentiel avec les artistes et dans le cadre de cette exposition, c'était: qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre désir d'espace sans l'espace, vu que l'espace avait été considérablement réduit durant le confinement et que, au fond, démarrer une exposition sur une fiction territoriale ne pouvait pas passer outre ce moment extrême que nous avions vécu tous, qui était une crise de l'espace où la circulation était empêchée, où nous étions tous restreints quant à nos espaces. Sur ce point, les artistes et moi-même, on a discuté, puisque au fond, la géographie qui devait se poser dans cette exposition, c'était une géographie fictionnelle, à partir d'espaces, bien sûr, projectifs, qui étaient pour certains l'espace pictural, pour d'autres l'espace numérique ou l'espace textile. Je pense à Tatiana Baum. Et chacun aussi intervenait à partir de son propre lieu, puisque, vous l'avez remarqué, tous les artistes ici présents sont des artistes qui viennent de pays, sont des artistes internationaux et qui ont chacun une histoire quant à leur territoire. Parce qu'ils ne sont pas belges, parce qu'ils ont chacun eu à un moment donné à chercher leur place, et que, au fond, ils ont débuté aussi leur réflexion sur leur propre territoire, et que cette crise obligée de l'espace a aussi été pour eux, le moment de se ressaisir de leur propre travail de recherche par rapport à leur propre espace, parce qu'ils étaient eux-mêmes en situation, à un moment donné dans leur vie, d'exil, dans une situation d'exil. Je pense à Effie Amir, mais je pense aussi à Robert Suermont, qui lui-même n'est pas un Belge pur jus, ou moi, ou Tatiana, qui est française d'origine. Donc, cette crise obligée de l'espace a vraiment mis en avant cette question de l'appartenance et comment traiter les choses à partir de son propre espace et de sa propre place. Sachant que cette place devenait à ce moment-là, puisque c'était ce moment de crise, comme ressaisi comme un outil de travail, puisque ce travail de l'exposition, de travailler une géographie à nouveau fictionnelle, pouvait mettre cette question en avant. Alors, j'ai retenu certains mots-clés, en particulier, notamment, je pense à Robert Suermont, qui a nommé très justement qu'à un moment donné, dans cette période de confinement, il a fallu aussi travailler de nouvelles proximités, et il parlait de tentatives de typisation. Et je trouvais ça assez beau, l'idée du tipi, à savoir que nous circulions tous, où nous étions tous à circuler dans des mêmes groupes de personnes et qu'on se retrouvait dans des cercles restreints, des cercles réduits, où la maison devenait la dernière enveloppe de l'individu, des espèces de coquilles comme ça où chacun se retrouve, mais dans des groupes comme ça en tipi. Un autre moment aussi dans les conversations qu'on a eues, c'était cette question des distances imposées, avec ce besoin aussi qui était sous-jacent avant et qui tout d'un coup pouvait être rendu possible, de ralentissement généralisé de la circulation et des déplacements. Comme si tout le monde s'était retrouvé finalement à plus avoir d'espace, mais finalement à retrouver son espace. Donc cette crise permettait finalement des retrouvailles. Je veux dire, il faut pas. Donc il y avait ces moments assez d'oscillation entre des moments justement d'expression d'une forme de souffrance, mais de recréation d'espace qu'on avait perdu. En tout cas, ce qui était clair, et dans cette exposition, ça a donné lieu à des réflexions tout à fait intéressantes. Je parlais de ces groupes de travail, peut-être le public n'est pas forcément au courant que cette exposition a été un moment aussi de recherche. C'était vraiment tout d'un coup, avec les artistes ici présents, mais aussi en réflexion plus largement sur les habitants de l'espace, puisque chacun de nous est aussi citoyen de l'espace avant que d'être artiste.
c'est-à-dire d'être dans une situation de remise à niveau des territoires, une véritable remise à niveau des territoires, avec en l'occurrence des territoires ici de création, où chacun est obligé de redevenir l'observateur dans un observatoire de ses faits et gestes, des limites aussi de ces gestes, et en même temps dans une oscillation avec une forme de... J'essaye de me libérer de cette fixité et de cet épinglage nouveau qui m'est imposé dans l'espace. On avait vraiment l'impression d'être des papillons épinglés sur des cadres. Alors, en continuant, travaillant, on s'est vraiment mis à réfléchir comment rendre mobiles les espaces, comment justement ils peuvent s'effondrer, comment on passerait justement d'une manière de trouver des modes d'intervention sur les territoires qui ne soient pas au service d'un territoire à surveiller, à conquérir ou à isoler. Parce que fondamentalement, ce n'était pas la pandémie qui l'avait révélé, fondamentalement, c'était déjà préexistant, les territoires, la frontiérisation, la façon dont on oblige les territoires à s'aménager, à se conserver, à se géométriser, faisait que chacun des créateurs ici présents devait imaginer, réaliser, je n'arrive même pas à le dire, de façon expansive, des formes étendues, à partir parfois de chaos, mais de chaos qui devaient le rester, et non pas des chaos qui devaient être réorganisés. Alors, évidemment, tout ça nous a amené à imaginer des manières d'en sortir. D'en sortir de ce triomphe du quadrillage, du parc, de l'homogénéisation des territoires, de l'amnésie aussi des territoires, l'oubli de ceux qui peuplent les territoires, parce qu'on en a peu parlé à l'instant, mais au fond, c'est sortir les habitants des territoires. Des corps annexés par des politiques étatiques de domination, des corps annexés aussi par des identités purement formelles et confisquées, mais aussi sortir, et ça je le dis d'autant plus que on est aujourd'hui dans une exposition qui a lieu, de l'annulation des événements ayant lieu sur les territoires. Donc comment sortir de cette invisibilité à la fois de la culture, mais de l'invisibilité des artistes sur les territoires, des habitants sur les territoires. Donc l'art dans les territoires, c'est sans doute l'envisager en tant que terre habitée et habitable, et non plus comme territoire. Donc fiction territoriale, c'est une fiction terrestre d'abord qui est inscrite et documentée, mémorielle et tracée, partagée et, comme dirait Édouard Glissant, qui agit dans son lieu, pense avec le monde, qui est mondialisé, mais pas globalisé, c'est-à-dire mondialité plutôt que mondialisé, on va dire, pour reprendre Glissant encore. Un individu, un habitant à part entière, un créateur reconnu et dont on se souvient. En tout cas, ici, dans cette fiction territoriale, il était question de retrouvailles avec ce que pourrait être la dynamique d'une relation avec le territoire, dont la conquête n'est pas forcément acquise, qui ne sont pas destinées fatalement à être quittées ou oubliées. En tout cas, plus séparer les peuples de leur territoire pour faire advenir peut-être des œuvres ou des créations autant qu'un environnement de la création qui explore des nouveaux modes de coappartenance au monde. Pardon, je bafouille. En tout cas, hormis la part utopique de toute fiction, puisque, je veux dire, c'est presque un truisme que de le dire, la fiction forge sans doute et plus encore le futur de nos devenirs et de nos savoir-faire et nos devoirs-faire et notre devenir. Mais nous avons essayé de formaliser des échappées. Des échappées selon, évidemment, des géographies fictionnelles que chacun des artistes présents, par leur place, par leur... je ne parle pas ici d'identité, puisqu'elles sont souvent meurtrières, mais en tout cas par des atlas d'images, par des points d'attention. J'en ai peu parlé aussi, mais par des pôles. J'ai parlé des pôles comme, non pas des pôles, voilà, mais des pôles comme des points d'attention, des positions de débordement dans l'espace, de territoire ailleurs que dans un aménagement du territoire. Alors à partir de là, je
revient sur ces territoires de l'imaginaire, des expansions du territoire. Et j'aimerais reprendre une phrase que j'ai trouvée dans un des films de Jean-Frédéric Dehasque, qui est à ma gauche, qui est un réalisateur de talent et un anthropologue aussi, qui, dans son film sur le Lions Club, qui est un film qui travaille sur les territoires africains, mais plutôt du point de vue des élites panafricaines, où il est dit, le territoire, c'est parfois juste, je ne sais plus si c'est lui qui le dit, parce que ça s'est un peu mélangé dans ma tête entre le film et ce qu'il en dit. Le territoire, c'est parfois juste que le costume. Alors, je voudrais que Jean-Frédéric démarre peut-être la conversation avec Louisa Babary, que je présenterai plus tard, sur cette question du territoire, c'est parfois juste le costume, pour démarrer sur l'imaginaire, justement. Oui. Ben oui, c'est bien que tu évoques cette idée-là de territoire costume, puisque c'est vrai que moi j'ai travaillé, enfin je continue à travailler sur l'association Lions Club, mais des clubs qui sont situés en Afrique de l'Ouest et pour l'instant aussi en Afrique du Sud, où ce sont des lions blancs, tous les autres sont des lions noirs de peau. Et quand j'ai commencé, il était question de conquête, c'est-à-dire que tout ce groupement de clubs africains et de pays africains soit autonome. Pas autonome plus que les autres, mais autonome parce que pour l'instant, pour des questions de nombre de membres, enfin jusqu'il y a 6 mois, ils étaient associés à l'Inde, au Pakistan. Donc il y avait une question ici, pas de se libérer, mais de conquérir. Hein, pour obtenir l'indépendance, si on veut. Et pour rebondir et prolonger et répondre à ta question, si vous voulez, c'est le territoire émouvant parce que ce sont des clubs caritatifs, philanthropiques que vous connaissez peut-être de nom, comme le Rotary Club. Hein, c'est exactement la même chose, ce qui se passe en Afrique, en Chine, partout dans le monde. Des messieurs, et puis depuis 25 ans, des madames aussi, se réunissent. Ils ont un costume, ils mettent des drapeaux sur la table, ils ont un pins, ils font réunion, et ça devient l'espace du Lions Club ou du Rotary. Le temps de la réunion, et puis ça se déplace. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est qu'ils ont une conquête territoriale, donc ils sont effectivement tout à fait conscients qu'il y a des territoires sur lesquels on met ses 2 pieds et qui ont des frontières. Et aujourd'hui, ils veulent que finalement leur groupe corresponde aux frontières de leur pays. Ce qui fait qu'on est dans une double situation qui est à la fois des hommes et des femmes qui, à travers leurs accoutrements, font terrain, font lieu, font espace délimité. Puis quand ils s'en vont, eh bien, cet espace peut se déplacer également. Et en même temps, cette mobilité extrême suppose que ça leur permettra de défendre un continent, enfin de créer une enceinte continentale. Ça, c'était mon ressenti par rapport à cette question du territoire qui me semblait la plus marquante, puisque quand moi j'ai commencé à travailler là-dessus et qu'il s'agissait de parler de film, c'était tiens, où vas-tu filmer ? Comment circonscrire en fait le périmètre d'action, si vous voulez. Le tournage va se dérouler où ? Le tournage se déroulait à pas mal d'endroits. Finalement, le tournage et les gens faisaient sens quand ils étaient en costume. Dès que je les avais à leur maison, dans leur vie quotidienne, ce n'était pas inintéressant ce qu'ils pouvaient dire, ce qu'ils pouvaient vivre, mais en fait, l'affaire tombait. Il n'y a plus de tension. Donc la tension, la reposait non pas sur des barrières, mais sur des accoutrements qui font qu'on forme un ensemble qui est mouvant, qui est à la fois lié à un groupe global mondial d'1,5 million membres. Et là, c'est 30 000 Africains qui créent et qui viennent de créer donc un périmètre énorme, le continent africain, qui est peu peuplé, quoi, si tu veux. Et tu parlais aussi, je reprends le micro, de besoin aussi de montrer aussi une forme de gouvernance africaine qu'on ne connaissait pas, avec vraiment d'établir vraiment là-dessus, sur cette, même nonobstant l'élite néolibérale qu'il représente, ce travail comme ça de gouvernance, malgré les États, malgré les frontières, de tous ces gens qui se réunissent
justement avec des rites, des costumes, voilà. C'était là-dessus que tu avais beaucoup insisté. Ce qui m'intéressait fortement et que j'ai l'occasion beaucoup plus de déployer dans les écrits que dans les films, et je suis en train de faire un autre film là-dessus, dans lequel il y aura la vraie proclamation de l'indépendance du continent africain qui a eu lieu à Lusaka en septembre passé. C'est qu'il y a une dimension terriblement politique et qui fait écho à toutes les discussions qu'on connaît sur l'Union européenne, sur l'Union africaine qui vivote, sur le Brexit. Et là, moi, je la voyais à l'œuvre sur le continent africain avec des Noirs et quelques Blancs aussi, des Sud-Africains, très mécontents d'indépendance du continent africain. Et cette difficulté à l'intérieur du groupe de aujourd'hui se mettre d'accord, les francophones, des anglophones, de ceux qui parlent plutôt en euros, les autres qui parlent plutôt en dollars, de ceux qui prétendent que, par exemple, les Kenyans pensent que le Bénin, il n'y a pas un aéroport là-bas. Donc, on retrouvait énormément de clivages nationaux qu'on a ici et qu'on n'estimait même pas exister en Afrique. Alors que là, puisque je travaille avec des gens qui sont relativement riches, eh bien, ces gens ont les moyens techniques et financiers de se déplacer, de se mettre d'accord ou pas, et d'écrire des lois, vraiment de négocier une nouvelle territorialité qui est, avec toute la finesse et la sagacité de ces dirigeants africains, moi je trouve, c'est d'être bien conscient qu'aujourd'hui, pour être indépendant, il faut quand même garder certains liens. Et donc, on est dans un jeu comme ça d'indépendance symbolique et politique, tout en gardant des connexions économiques extrêmement fortes. Et ce n'est pas encore possible de voir ça au niveau des États-nations, mais là, cette association le vit, et parfois les gens qui les décident sont également des hommes politiques, des femmes politiques, des hommes et des femmes d'affaires dans le vrai monde, je dirais. Tu t'es aussi intéressé à un camp de réfugiés à l'intérieur du Bénin, dont j'aurais voulu que tu parles un tout petit peu. Donc, la façon dont le camp au Togo, disons, au Bénin, un camp de Togolais, à l'intérieur des frontières africaines, des camps de réfugiés. La façon dont tu avais filmé ce camp comme la façon dont les gens dans le camp vivaient ce camp comme un village à l'intérieur du pays. Comment tu vois les choses par rapport justement à contrario, puisque tu as travaillé à la fois sur le territoire africain du point de vue des élites, mais aussi de ce point de vue de camps de réfugiés assez misérables à l'intérieur des frontières africaines. Bon, là, ce qui était frappant, c'est qu'en fait, comme c'est un camp de réfugiés qui est sur le continent africain, il n'y a pas de barrière. Il y en avait, mais elles n'existaient plus, où il y a les poteaux en béton, mais les fils de fer barbelés ont été revendus. Parce qu'évidemment, personne ne les retient à l'intérieur du camp, ils coûtent. Et donc, les gens, les réfugiés, qui ne sont pas des réfugiés, enfin, qui n'étaient pas des réfugiés, plutôt des proto-réfugiés, parce qu'ils n'étaient pas labellisés HCR, eux voulaient rester dans le camp, ou en tout cas garder une sorte de domiciliation, un papier qui attestait le fait qu'ils étaient encore donc demandeurs réfugiés. Et donc, l'occupation de l'espace est à la fois physique et symbolique. Et donc, ils sont pauvres, mais en fait, ils travaillent un petit peu sur les mêmes dynamiques que les autres, sauf qu'ils n'ont pas les papiers pour voyager, mais ils voyagent aussi. Mais eux réclament un périmètre, parce que ce périmètre dont ils n'ont rien à faire autrement, ce périmètre leur garantit un document. Les autres, en fait, n'ont pas besoin du document. Et là, pour peut-être faire le parallèle avec, ou la transition avec ce qui est exposé par ici, dans le point culture, c'est que je suis retourné filmer le camp détruit. C'est pour ça que j'ai amené ce bouquin qui s'appelle « Après les camps », où il y a un petit film où un des ex-réfugiés me dit, en fait, le camp a été détruit, et je fais un tour dans le camp détruit avec lui. Il n'y a plus rien, des restes de maisons détruites, puisqu'ils ont quitté les tentes pour faire des maisons comme il se fait régulièrement, en fait. Et donc, en se baladant dans ces restes,
à un moment, il m'explique, là c'était tel quartier, là c'était un tel qui habitait, tous des gens que j'ai filmés, que j'ai connus. Dans le film, on peut jouer sur cet aller-retour avec des images du film précédent, mais quand je suis en 2010, 2011, non, 2010, le vrai camp existe, 2015, le camp détruit, je fais un tour sur moi-même avec la caméra pour filmer du reste, du détruit, une forêt qui a pris place là où, 5 ans auparavant, j'ai filmé pile poil au même endroit une petite fille qui tournait sur un vélo et on voyait à travers ce plan circulaire tout un petit quartier du camp. Et donc vous avez comme ça, à travers le dispositif filmique, cette possibilité d'être maintenant et revenir en arrière et activer la mémoire, ce que moi je trouve que les dispositifs, notamment ceux de Louisa ici, expriment d'une autre manière, mais pour faire activer les mêmes types de mécanismes, je dirais, entre moment présent, qui rappelle un ailleurs, et qui évoque, je dirais, cette mobilité que nous avons et que les artistes utilisent pour véhiculer et faire récit. Et en même temps, on discute de points qui sont ancrés dans le sol, donc a fortiori sont immobiles, je veux dire. Et est-ce que Louisa va intervenir? Parce qu'effectivement, le risque de confusion, puisque c'est le titre de ta création sonore, entre deux espaces, un fictif. Parce que, bon, alors je présente juste peut-être Louisa, donc, qui présente une création sonore ici dans l'exposition, qui est à la fois aux confins d'un enracinement dans une double culture russe et algérienne, mais aussi d'une réflexion sur l'histoire coloniale de l'Algérie. Donc, même si la création que tu proposes est plutôt russophone, et voilà, mais bon, peut-être que tu vas en parler. Voilà. Oui, de la création. De la création, bon. Et de la façon dont tu positionnes prend place dans l'exposition et par rapport à la fiction territoriale. Donc, merci Raya pour cette invitation, merci Nadège également. C'est une invitation qui m'a permis donc de réaliser une pièce sonore, une nouvelle création, un peu dans une urgence. Donc j'aime bien travailler aussi dans ces tempos-là. Alors l'art sonore, ou disons la création sonore, c'est vrai que ça permet d'abord une mise à l'écart du monde, et ça c'est fantastique pour ça, parce que ça permet évidemment une réflexion esthétique avec, en ce qui me concerne, le médium de la voix, qui est finalement un organe entre le corps et la pensée. Donc c'est vraiment aussi un outil qui permet de travailler l'émotion, qui permet de créer une émotion. Alors l'art en général et les œuvres sont là aussi pour créer l'émotion, mais disons que la voix charrie, la voix porte aussi des éléments de la mélancolie, elle s'adresse différemment au public. Et en ça, la création sonore, elle permet en tous les cas cette dynamique-là. Évidemment, avec mon histoire, donc qui est une histoire à cheval sur deux territoires, si on peut les appeler comme ça, qui sont deux utopies, deux territoires de l'utopie qui n'existent plus, donc l'Algérie socialiste et puis l'Union soviétique. On a toujours eu dans ces pays, dans ces continents, dans ces empires pour l'Union soviétique, qui, il faut le rappeler, est aussi un empire. On a eu évidemment une crise de l'espace et un espace en crise. Et puis on a eu aussi la crise de l'espace, puisqu'on a eu la conquête spatiale, parce qu'il faut le dire aussi, l'espace, c'est aussi ce qui n'est pas sur Terre. Donc, évidemment, en tant que sujet de ces pays, ou habitants, ou citoyens, on a été confronté à un espace en crise, à une crise de l'espace à la fois terrestre et spatiale. Et évidemment, quand j'ai relu un peu Deleuze disait le territoire ne vaut que par les moyens d'en sortir. C'était évidemment au fait de notre
rapport à l'espace, puisque nous voulions partir et que ce n'était pas possible à l'époque, et qu'aujourd'hui, finalement, pour l'Algérie, un peu plus que pour la Russie, aujourd'hui, les gens veulent partir et ne peuvent pas partir pour X raisons. Donc, en effet, la crise sanitaire, aujourd'hui, c'est une... Je ne vais pas dire que c'est une petite crise, ça pose la question de l'espace public et de l'espace et du territoire, mais disons que les immigrés, les réfugiés ont toujours eu ces questions dans une expérience, voilà, une expérience personnelle. Et la pièce que j'ai conçue pour cette exposition, qui s'appelle « Un risque de confusion », alors pourquoi un risque de confusion ? Je ne vais pas la raconter, la pièce, hein, c'est un récit littéraire avec deux personnages. Alors il y a mon double qui part à Los Angeles et puis qui rencontre à Los Angeles, qui part à Los Angeles pour des raisons professionnelles et qui rencontre à Los Angeles un jeune homme du Daghestan, qui est donc une république rattachée à la Fédération de Russie et qui évidemment parle russe, puisque c'est une république qui est très riche par ses pipelines, qui fait partie de la Fédération de Russie. Et finalement, le Daghestan, il a une histoire, on peut dire peut-être coloniale, avec l'Empire tsariste, mais également avec l'URSS. Et c'est une république qui est restée attachée à la Fédération de Russie. Et donc, ce personnage fictif, et moi-même, qui est mon double fictif, il se rapproche par le biais de la langue russe et par tout un patrimoine culturel que j'ai fait passer par des chants de partisans et des chansons populaires russes. Bon, ça c'est ma petite Madeleine de Proust, ça me faisait plaisir de le faire. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que ces rencontres et cette relation au territoire, la pièce se passe à Los Angeles, c'était aussi pour aborder donc ce risque de confusion. Et ce risque de confusion, qu'est-ce que c'est ? C'est que finalement, quand on migre, quand on se réfugie, on est pris évidemment par une multitude d'expériences. Et l'expérience, elle est fondamentale. Et c'est vraiment le royaume de la subjectivité. Et donc, expérience et antagonisme. Et ça, c'est les conflits internes par lesquels on est traversé dans ces questions de territoire. Et donc, c'est vraiment le royaume de la subjectivité. Et la création artistique, elle permet justement d'aborder d'abord un espace de réflexion esthétique, mais également ces tiraillements, le fait qu'il n'y a absolument aucune possibilité de faire le compte de ce qui est acquis, de ce qui est inné et de ce qui est social, par exemple. Et c'est des espaces de conflits internes. Et c'est ce que j'appelle donc l'expérience. Alors hier, par hasard, j'ai fait une visite au Wills pour voir l'exposition qui est en ce moment, donc qui s'appelle, je crois, Risquer tout. Et j'ai été, happé par une phrase de Gloria Anzaldúa, dont j'avais un peu déjà exploré les textes, d'ailleurs ici, lors d'un précédent événement. Et alors, elle parlait justement de ce rapport à la fois à la migration, au territoire et à la transformation qu'engagent tous ces processus de voyage, de migration. Alors, je n'ai pas exactement la phrase là, mais en tous les cas, elle parle de pollinisation, elle parle de croisée raciale, elle parle de croisée idéologique, elle parle de croisée culturelle et biologique, et elle parle de conscience venue d'ailleurs. Et c'est vraiment là où je la rejoins, évidemment, quand je parle de ces espaces de conscience. Et elle parle également d'une conscience métisse. Et finalement, c'est ce qui se passe quand on aborde ces questions de migration, de territoire et de pouvoir en réalité s'échapper. Je voulais dire aussi que dans ces questions des territoires, on est traversé par l'histoire et que nous sommes dans une confusion. Donc cette pièce s'appelle Un risque de confusion. Pour cela, c'est qu'on peut se permettre d'aborder
l'histoire par la micro-histoire, par la petite histoire, en dehors de toute historiographie, dans un conflit interne avec nous-mêmes. Et voilà ce que je voulais dire. Évidemment, ça nous permet de reconstruire une histoire et une géographie autrement, mais ça, c'est le propre de l'art, je pense aussi. Et évidemment, de toujours décoloniser les imaginaires, les perceptions et comment dire, les processus aussi de compréhension et de perception, et de parler de là où on est. Oui, bah cette question de la place, justement, le film qu'on va présenter maintenant, celui de Daphné le sergent, Daphné Nan le sergent, va me permettre, après la confusion, de parler de la séparation, donc justement de la distinction. Donc on va voir pendant 13 minutes le film qui s'appelle Paysage liminaire. Donc Paysage liminaire, c'est celui qui est placé en tête, c'est le premier paysage, c'est le paysage premier. Le parallèle fécond que fait Daphné le sergent, c'est souhaiter retrouver des images de ses origines, sans doute de ses origines coréennes, et aussi ceux de l'origine de la séparation des deux Corées, de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Donc on est affaire à la fois à l'histoire intime et à la géopolitique de la Corée, qui s'est soldée par cette séparation, une séparation donc entre deux pays. Dans le film lui-même, vous verrez, l'écran est splitté. Les couleurs aussi sont changeantes puisqu'on passe du noir et blanc à la couleur, mais on passe aussi de l'image de synthèse, on passe de l'image d'archive à l'image de synthèse. En tout cas, la séparation est à l'œuvre à la fois dans le contenu et dans la forme. Et donc, je vous invite à découvrir ce film avec nous. Et je pense que c'est une bonne conclusion. Je vous remercie d'avoir participé à cette intervention. Et voilà, on va clôturer sur ce petit clin d'œil au projet finalement liminaire et initial de ce projet fiction territoriale qui préalablement devait se passer en Corée, en tout cas pour son exposition et notamment sur la DMZ, dans les postes de garde, qui scande ces 4 kilomètres de large et ces 250 km de long que font la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc c'est le petit clin d'œil. En plus, il y aura un autre film aussi sur la Corée lors du finissage qui s'appelle Thailands, que je vous invite à voir le 24 septembre, qui dure celui-là 1 heure, qui a été fait par Kika Nicolella, qui est aussi présente dans l'exposition et qui est le résultat de sa résidence dans l'île de Daegu en Corée. Voilà, donc maintenant nous allons voir le film.